Cocody Deux Plateaux. Nous sommes au carrefour situé non loin du marché des Deux Plateaux, baptisé Carrefour Mendiant. C'est ici que Issouf et ses amis s'installent chaque matin pour attendre leur bienfaiteur. Nous, on a mendiant ici, on demande chaque vie là. Bon, il y a des gens qui viennent nous donner un peu. C'est ça que nous trouvons pour manger. Sinon, on a des enviés. Abidjan ici aussi, il n'y a pas de travail dedans. Ça coûte d'achat, nous on a posé ici un peu. Si il y a un bon don qui passe, il nous a vu, il nous a donné 5 francs ou 10 francs. C'est ça nous on prend, fait notre manger avec notre enfants. C'est devenu dur aussi maintenant, il n'y a pas l'argent. Des fois les gens viennent faire sacrifice, des fois les gens ne viennent pas. Nous on est venus ici aujourd'hui matin, là, à l'aile, l'eau que j'ai envoyée, là, voilà mon lot là, j'ai bois fini. Il n'y a pas 5 francs pour aller payer l'eau ailleurs pour boire. Voilà notre maman qui sont déposées depuis le matin. Il n'y a rien. La mendicité prend de l'ampleur dans les communes d'Abidjan. À tous les feux tricolores ou même dans les embouteillages, handicapés physiques et moteurs s'adonnent à cette pratique en demandant des pièces d'argent aux passants. Depuis 2005, moi, je connais Côte d'Ivoire. Si je viens gagner un peu l'argent, il s'en va mon pays. Ici, arrivé là-bas, il fait 3 mois comme ça, ou bien 4 mois, il retourne. Il a battu de 30 000, il a battu de 40 000, 50 000. Il vient ici, là, il demande l'argent un peu quoi. Donner 5 000, 4 000, donner à maman, papa, à ma femme, ma famille. J'ai marié depuis 2008. Sous le soleil et souvent au bord de la route, ces mendiants sont exposés à des accidents de circulation. Mais ils ne s'en inquiètent pas. Une situation que déplorent certains usagers. De personnes à s'asseoir, faire le trottoir et puis demander la rue. Bon, je trouve que c'est pas trop bon. Parce qu'il y a des gens qui sont handicapés, qui font quand même beaucoup de choses. On peut gagner sa vie en étant handicapé. C'est pas la fin du monde. Parce que quand il faut ça, c'est une manière quand même de se stigmatiser. Un handicapé, c'est une personne qui a juste peut-être un handicap, mais il peut vivre avec ça. Donc moi, je pense que c'est pas trop normal. Parce qu'ils s'exposent et puis bon, d'autres viennent même avec leurs enfants, ils exposent leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, qui viennent quémander dans les rues. Bon, pour moi, je crois que l'État doit prendre en charge ces mendiants pour qu'ils aient plus de dignité. Parce que c'est pas joli de venir s'asseoir dans la rue. Par exemple, un vieux monsieur vient s'asseoir dans la rue pour prendre l'argent avec des enfants. C'est déplorable finalement. En attendant que des dispositions soient prises pour l'encadrement des mendiants dans les communes d'Abidjan, ces personnes continuent de faire appel à la générosité des autres dans les rues à la recherche de leur gagne-pain. Michel Digré. Michel Digré. C'est l'enquête du journaliste Michel Digré de la RTI qui a fait l'unanimité au sein du jury sur la centaine de productions évaluées. Il remporte ainsi le premier prix du meilleur journaliste pour la lutte contre la patridie. Je suis content parce qu'il y a eu une émulation et un nombre important de professionnels de médias qui se sont mobilisés, qui ont participé à ce prix. Et je crois que ce soir, c'est éloquent. Sa production décrypte la problématique de la non-déclaration des naissances à l'état civil et les risques d'apatridie auxquels sont exposés les concernés. Dans les zones dites centre-nord-ouest, plusieurs accouchements sont faits à domicile par des matrones, avec souvent beaucoup de complications. En fait, qu'aujourd'hui, là, c'est nous dépasser. Si nous, toujours, quand on a fait, c'est propre, c'est bon. On a fait beaucoup d'enfants au village. Et puis, les femmes, ils sont contents. En recevant ce prix, on est fiers parce que cela voudrait dire que le travail qu'on a battu n'a pas été vain. C'est une production qui a nécessité 10 ans de tournage. Quand on a atteint ce niveau de production, ce qui nous anime, c'est beaucoup plus l'humilité. Parce que les téléspectateurs attendent beaucoup en termes de professionnalisme, en termes de qualité de production. Il faut se remettre à chaque fois en cause pour essayer de satisfaire les téléspectateurs. Ce trophée est le 6e d'affilée de Michel Digré, après les prix Ebony décrochés dans plusieurs catégories de 2013 à 2017. Le journaliste est par ailleurs chef du service politique et actualité internationale de RTI 1.
Comme tout footballeur professionnel, Cosmin sait comment se remettre d'une chute sur le terrain. Mais pour se relever après un méchant tacle de la vie, il a dû puiser au fond de lui-même. Attaquant du club historique Petrolul Ploiești, non loin de Bucarest, il porte une prothèse à la main gauche. Il est le seul footballeur roumain à jouer en championnat professionnel en dépit d'un handicap. Cosmin a perdu ses doigts et la quasi-totalité de sa paume. Après 4 opérations difficiles et 3 mois d'hospitalisation, il a repris le football et remporté plusieurs titres de meilleur buteur avant de passer en senior. Malgré un beau palmarès national, le club où il joue depuis 13 ans a été placé en faillite en 2016. Grâce à la mobilisation rapide des supporters et des anciens joueurs, l'équipe a tout repris de zéro. Elle est en tête de la 3e division roumaine et espère bientôt monter en 2e. Un défi collectif, accompagné d'un secret espoir pour Cosmin. Je veux qu'on me regarde comme un jeune normal, sans trop insister sur ma main gauche. Quand on pense à Cosmin Lambrou, je ne veux pas qu'on pense au jeune sans main, mais à celui qui marque beaucoup de buts et qui joue si bien. Cosmin rêve d'intégrer un jour l'équipe roumaine de football. Mais pour cette année, il a un souhait plus urgent, collecter 8 000 € pour une nouvelle prothèse. Un appel aux dons a été lancé. La conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique noire prend fin le 26 février 1885. Considéré par les Européens comme une terre sans maître, l'immense continent noir est partagé. C'est à l'issue de cette rencontre que le Congo est livré au roi des Belges Léopold II sous le nom d'État indépendant du Congo. Une dizaine d'années plus tôt, le roi des Belges Léopold II, né en 1835 et mort en 1909, organise à ses frais une conférence à Bruxelles en vue de faire le point sur l'exploration de l'immense bassin du Congo, Zaïre. Cette région située au centre de l'Afrique équatoriale est à l'époque l'un des rares espaces de la planète encore libre de toute ingérence européenne. Les Français, aussi installés à l'embouchure du Congo, ont aussi des visées sur lui, à commencer par Savourian de Brazza, qui a conclu le 10 septembre 1880 un premier traité avec un chef de la rive droite du fleuve. Plus au sud, les Britanniques et les Portugais sont eux intéressés par l'arrière-pays des implantations portugaises d'Angola et du Mozambique. Les Allemands, eux, commence à s'intéresser à l'Afrique noire avant tout pour des questions de prestige. Le 24 février 1884, le Reich place sous sa protection les implantations allemandes du sud-ouest africain. Tout juste 2 jours plus tard, le gouvernement de Londres signe avec Lisbonne un traité par lequel il reconnaît la souveraineté du Portugal sur l'embouchure du Congo. Tollé donc chez les marchands anglais et protestation de Léopold II. Le 24 avril 1884, le chancelier Bismarck s'entretient de l'Afrique avec l'ambassadeur de France, Alphonse Chaudron de Courcelles, et pour la première fois évoque une concertation internationale sur le sujet afin de mettre tout le monde d'accord. Après le succès du congrès de Berlin sur les Balkans en 1878, il ne déplaît pas au chancelier de replacer Berlin au cœur de la diplomatie européenne et mondiale. C'est dans ce contexte que s'ouvre la conférence le 15 novembre 1884. Y participent les représentants des puissances directement concernées par le Congo, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et le Portugal. Elle se fixe de nobles objectifs comme le désenclavement du continent africain ou l'éradication de l'esclavage et de la traite musulmane. Le représentant anglais prévient qu'il ne sera plus question de traiter du bassin du Niger, domaine réservé de l'Angleterre, que de celui du Sénégal, domaine réservé de la France. L'attention se focalise donc sur celui du Congo, qualifié par Bismarck de Danube de l'Afrique. Après 3 mois et demi, l'acte général de la conférence définit des zones de libre-échange dans le bassin du Congo. Il proclame la liberté de navigation sur les grands fleuves africains, le Niger et le Congo. Il arrête aussi quelques principes humanitaires contre la traite des esclaves ainsi que le commerce de l'alcool et des armes à feu. Enfin et surtout, il reconnaît à Léopold II, roi des Belges, la possession à titre privé d'un vaste territoire au cœur de l'Afrique noire qui sera baptisé État indépendant du Congo.